Bienvenue sur le carrefour du Koutamakou, le lieu où le passé et l'avenir d'un peuple se rencontrent et se révèlent. Mesdames et messieurs, nous abordons aujourd'hui la seconde partie de notre entretien avec l'archéologue Didier Nda, qui, je le rappelle, porte sur les grands mouvements de migration de la communauté des Bata-Mariba. À quand remonte l'arrivée et l'installation de cette communauté dans le Koutamakou? Ces précisions sont données par mon invité dans cette seconde partie avec des éléments justificatifs. Vous êtes bien sûr sur Carrefour du Koutamakou. Et ce qu'il faut comprendre pour toutes nos populations, ils disaient être venus de l'Ouest. Donc, quand on parlait d'origine, en tout cas, quand on prend n'importe lequel de nos populations, dans leur tradition, ils vont dire qu'on vient de l'Ouest, le soleil couchant. Et justement, nos Sikiens sont orientés vers l'Ouest, qui est d'où nous venons. Et quand vous prenez les Yafora, tous les efforts là, il faut retourner vers l'ouest, qui est la trajectoire de nos migrations. Vous prenez par exemple la région de Pimini, au Togo, tout ça là, et parfois même c'était enterré encore dans la région de Bokoum. Il y a des clans qui ne peuvent pas enterrer là-bas, qui sont obligés d'aller vers l'ouest. Pour le Rifoni, ils vont toujours vers l'ouest. Donc ce qui montre la trajectoire de migration. Donc, pas les Bata-Mariba seuls, mais tous les peuples de la Takora, ils disent être venus de l'ouest. Et quand vous suivez bien, dans les chansons, on donne qui sont ceux qui sont venus avant d'autres. Dans les chansons, c'est très clair et c'est bien déterminé. Au-devant de la migration, il y avait ce qu'on appelle les Yowa. Et souvent, du point de vue archéologique, quand on fait une bonne enquête, j'ai fait une enquête, je vais revenir là-dessus, où vous avez, c'est pour là, où on dit il y a bien trop beau. On vous dit ça. Et ce qu'on appelle les biétrois, c'est beaucoup plus gros, les tessons ne sont pas là. Donc vous avez ces biétrois là. C'est eux qui étaient au devant de la migration. Suivi donc d'autres peuples, dont Sola et autres. Et eux, ils ont migré. C'est-à-dire quand les précédents viennent, les suivants les repoussent. Donc, quand il y a la pression, quand ils venaient dans la Takora, ceux qui ont précédé les autres sont obligés d'aller plus loin. Et donc, c'est comme ça, des migrations se sont opérées à partir autour du 6e, enfin, je vais dire pourquoi ça a été reculé, autour du 6e siècle ou un peu plus tôt. Parce que l'un de nos doctorats est en train de faire ses recherches dans la Takora, mais pour la métallurgie du fer, il a daté des sites jusqu'au 3e siècle après Jésus-Christ. Donc, ça veut dire qu'il y avait déjà des gens dans la région, il y avait déjà peut-être des migrants qui passaient. Mais ça s'est accru autour du 5e, 6e siècle. Et donc, les Yowa qui seront les premiers vont migrer et seront repoussés jusque dans la région de Djougou. Après les Yowa, il y aura donc les Sola et autres. Les Waba vont venir. Donc, si vous voulez, les Waba vont venir un peu avec les Bata-Mariba. Et c'est pourquoi vous allez voir, on a encore... les Waba, notamment les Bessoribé, il faut dire Bessoribé, ce qu'on appelle les Databa. Eux aussi, ils vont suivre un peu cette zone. Quand on parle de Waba, c'est une composante. Vous avez les Tangama, vous avez les Databa et vous avez les Waba même. Et donc, à l'intérieur, les migrations sont beaucoup plus compliquées quand tu regardes. Mais ce dont on est sûr, c'est que les Databa ont passé par Kwaba dans leur migration. Et donc, puisqu'ils étaient, ils ont passé par et Kwaba, et ils sont venus. Donc, tous les autres, au fur et à mesure, donc, ils se suivaient. Donc, il faut dire aussi que donc, les Bata-Mariba vont suivre. Et à la fin, avec la pression, va se dessiner donc une installation. Quand la pression va se calmer, va s'alléger. Donc, les peuples vont s'installer, vont définir des territoires. Et quand vous voyez bien, chaque peuple a son territoire quand tout s'est calmé. Donc vous avez le Koutamakou pour les Bata-Mariba, Koumarkou, Kouberoukou, ainsi de suite. On connaît les territoires avec les cours d'eau qui délimitent quels sont les arbres qu'on cueille. Et donc, ces migrations ont abouti à la mise en place de ces populations. Là encore, il y a un problème parce que pour la mise en place, on pense que c'est au début de la colonisation que la mise en place s'est faite. Mais là, c'est extrêmement faux parce qu'au début de la colonisation... Extrêmement faux. Oui, au début de la colonisation, 1892, donc c'est autour de 1800,
Donc ça fera à peine 200 ans. Or, quand vous voyez comment les gens ont marqué le territoire, ce n'est pas en 200 ans. Et donc, les recherches archéologiques montrent bien que depuis le 6e siècle, les populations, les ancêtres, bon, moi je dis carrément les ancêtres, étaient déjà installés dans la zone. Et autour de 1300, ils avaient fini de s'installer. La mise en place était finie autour de 1300. Ils étaient proprement installés. Oui, il n'y avait plus de mouvement, il n'y avait plus rien du tout autour de 1300. Donc, il y aura donc les mouvements peut-être internes, mais pour les grosses migrations autour de 1300, c'était fini. Autour de 1300, donc le 14e siècle. Et l'une des recherches qui l'ont bien montré, c'est cette recherche, cette fouille archéologique que nous avons menée à Dekwanteni. À Dekwanteni, à Kwaba. À Kwaba. Oui. C'est cette fouille archéologique que nous avons menée à Dekwanteni, à Kwaba. Donc, au cours de cette fouille, quand vous y allez, vous avez encore le gardien, le chef culte, le chef culte Ntianta, que je salue au passage, qui nous avait bien accueillis là-bas. Et qui nous a montré donc les Yerobourg des premiers Beta-Maribè dans la zone. Et justement, il y avait une distinction entre les Yerobourg et les Bietrobourg. Là-bas, on fait bien la différence. La distinction. Oui, entre les deux, du point de vue de la tradition, on fait la distinction entre les deux. Et là, il y a eu les premiers Beta-Maribè. Vous avez un cimetière de je ne sais combien d'hectares. C'est vraiment très vaste, le cimetière. Et à côté, donc, il y avait de petites buttes. Et lui, il avait réussi à nous indiquer, là, il y avait le premier Tekiente. Bon, j'évite de dire Tata, mais le premier Tekiente dans la zone. Et quand nous avons daté cet endroit-là, ça nous a donné entre 1200 et 1400. Wow. Donc, autour du 13e siècle, eux, ils étaient déjà installés. Entre le 13e et le 15e siècle, ils étaient définitivement installés. Et donc, cette date montre, si on a déjà ces installations-là, les dernières migrations, donc la région de Kwaba et autres, là, ils étaient déjà installés. Et ce qui prouve bien que cette mise en place était finie, ceux qui étaient au-devant des migrations, les Bietpet dont je parle, ce qu'on appelle les Yowa, c'est eux qui ont créé le royaume de Kili à Djougou, en association avec les Goumantiers. Et là, c'est intéressant, sur la route de la Kola, parce qu'il y avait le commerce caravanier, les Tariks ont mentionné donc ces royaumes-là au XIVe siècle déjà, ils percevaient des taxes. D'accord. Donc, le XIVe siècle où ils percevaient des taxes correspond à peu près au XIIIe, XIVe siècle que j'ai eu de ce côté. Oui. Donc, ça veut dire de part et d'autre, les populations étaient installées. Et donc, c'est pourquoi c'est beaucoup plus, on a vraiment marqué l'espace beaucoup plus longtemps. Et donc, en ce qui concerne, pour revenir sur le problème des origines, donc quand je dessine ces migrations, vous allez voir, il y a donc des migrations venant de l'ouest et autres. Mais ce qu'on sait quand vous prenez la zone de Kubongu à Kubentiego, vous ne pouvez pas compter le nombre de Yapore dont je parle. Vous ne pouvez pas compter. Et vous voyez bien à Kubongu qu'il y a eu vraiment une très vaste un très fort taux de population. Là. Le territoire est marqué. Est marqué. Et quand vous venez à Kubentiego, bon, ce n'est que c'est peut-être encore autour de mythes, mais on nous dit là que chaque peuple tamari a son Dodoboni. À son Dodoboni, à son Tekiente, enfin, sa toute première habitation peut-être. Voilà, sa toute première habitation abandonnée est là. Et quand tu es d'un peuple, on ne te montre pas ton habitation, mais on montre un peu le site aux autres, c'est devenu un site. Et donc, quand vous voyez là, il y a le Fawafé de Kubentiego, mais c'est une somme de buts anthropiques. C'est une somme d'anciens de maisons. Et donc, raisonnablement, on pense bien que cette zone, Kubongu, Kubentiego, aurait été le Naba dont on parle. Oui, le fameux du Naba. Oui. C'est là, c'est l'origine immédiate. Donc c'est dans cette zone-là. Et c'est pourquoi tout nous renvoie là. Quel que soit le Otamari, bon, on va faire des enquêtes, tout nous renvoie à Kubentiego.
Donc cette zone-là, Koubentiekou, quand on dit c'est la zone Koubentiekou, de Koubongo à Koubentiekou, ça fait à peine une quinzaine de kilomètres, une dizaine, je ne sais pas. Alors, tu ne prends pas la route qui va à Ouankou pour sortir comment vous appelez là-bas, chez le Kwaro, Tayakou, et tu as quelque part là, à Koubongo. Donc ça fait à peine une dizaine, au plus. Donc moi je pense que c'est toute cette zone-là qui est désignée par le nom Koubentiekou, qui est le dernier. Donc l'origine immédiate du peuple Tamari, c'est cette zone. C'est la zone de Koubongo. C'est beaucoup plus récent. Ça, c'est beaucoup plus récent. Maintenant, tel que je vous ai décrit les migrations, donc il y a eu donc d'autres migrations lointaines. Ce qu'il faut éviter de dire, peut-être pour finir, ce qu'il faut éviter de dire, c'est de dire, et dans les écrits, les gens écrivent que le peuple Tamari est issu de la Haute-Volta, parce que ça, il ne faut jamais le dire, c'est de l'anachronisme. Vous savez pourquoi? Avant 1892, il n'y avait pas de nom de territoire. Donc, l'espace que vous avez là, c'était des espaces de circulation. C'était des espaces de circulation. Et donc, le peuple Tamari n'était pas au Burkina, mais c'était dans un espace qui peut être aujourd'hui, peut-être dans l'actuel... l'actuel Burkina. Ça peut être à l'époque, il n'y avait pas de Haute-Volta. Le Burkina n'existait pas, la Haute-Volta n'existait pas. Donc, quand on affirme avec vraiment véhémence que non, c'est le Burkina qui rectifie, les gens disent non, que ça ne peut qu'être le Burkina. Il n'y avait pas de Burkina, c'était des espaces de circulation. Et c'est pourquoi dans la tradition, on parle de l'Ouest. Et dans les champs, on a traversé les marais, donc probablement qui sont les marais de la Pendiari, là. Donc quand on dit que les forgerons asséchaient les marais et on passait, donc c'était un peu ça. Donc on est venu beaucoup plus loin, en tout cas quelque part de la région des Trois Voltas. Mais l'origine immédiate, quand on s'est installé, notre origine même là où le premier peuple s'est installé avant de se disperser, c'est la région de Koubongo, Koubentiekou, où on parle donc de Genaba. C'est comme ça on peut interpréter cette donnée-là. Donc, dire que le peuple Tamari est issu de la Haute-Volta, non, il faut éviter ça. Au Togo, donner des noms. Non, c'est pas possible. On sait, c'est pourquoi dans notre tradition, on dit on est issu de l'Ouest, point barre. Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire de ces migrations-là. Donc, grosso modo, si je résume, le peuple Tamari, en tout cas autour du 8e siècle, était déjà installé dans la Takora. Et au 14e siècle, les dernières migrations se faisaient. Ce qui vient renforcer. Je vous ai dit qu'on a eu la date de 1300 pour le peuple Tamari à Koubongo. Et puis à Pimini, donc dans la région de Nadoba, c'est autour de 1400 aussi. Et donc ça suit bien voilà. Ils auraient quitté. Ça sur la migration vers l'ouest. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire du point de vue chronologique et par rapport aux recherches qui se font pour le peuple Tamari, pour les peuples de la Takora. Si tu veux. Justement, c'est bien que vous précisiez aussi pour les peuples de la Takora, parce que je pensais vous demander si ces peuples-là, qui entourent aujourd'hui le peuple Tamari, ont migré ensemble ou ils se sont retrouvés là, mais déjà avec vos explications. Oui, non, c'est un système. Ils sont venus, moi je pense, sous la pression de ces empires dont je vous ai parlé, mais pas les empires moussiens, septentrionaux, et puis l'empire du Ghana et autres. C'est comme ça les migrations ont commencé. Et il faut dire dans la Takora, justement, une autre chose. Aujourd'hui, les peuples se divisent. Les peuples étaient toujours complémentaires. Quand vous prenez les migrations à l'intérieur, vous allez voir qu'à chaque fois, les métallurgistes, aujourd'hui se comptent parmi le groupe des Waba. Les métallurgistes, ceux qui extrayaient le fer, ne savaient pas forger forcément. Et donc les Tamari étaient des forgerons, donc ils étaient complémentaires pour les biens de consommation. Et donc à l'intérieur, ces migrations un peu aussi étaient guidées par l'autosuffisance alimentaire, dont était dépendant l'ensemble des peuples de la Takora. Quand vous prenez par exemple les biens de consommation, moi quand j'étais petit encore, c'est les Lamba, les Namé. C'est eux qui vendaient les gros jars et autres qui venaient dans les villages. Nous, on n'en fabriquait pas. Donc, et on faisait donc le troc contre ces marchandises. De la même façon, pour le fer brut, la loupe de fer, c'était avec les Waba où on allait échanger, où nous, on était des forgerons. Donc, il y avait une complémentarité entre les peuples du point de vue
et économiques et qui guidait aussi un peu les migrations saisonnières et autres. Et donc, il y a une complémentarité. Donc, les bêta-mariés, par exemple, allaient avec de la nourriture, justement les roues forgées et autres, pour échanger contre la loupe de fer qu'ils venaient refabriquer et vendre aux autres. Les autres amenaient donc de la poterie. Et c'est comme ça, les peuples étaient autosuffisants et complémentaires dans la région. Donc aujourd'hui, les gens se divisent alors que du point de vue historique, il y avait Cette division n'existait pas. N'existait pas, c'est vrai. Il y avait ensemble, il y avait des mythes et autres, ou des préjugés et autres, mais ça se gérait et puis ils étaient autosuffisants, hein, ils se complétaient du point de vue de l'économie. Voilà un peu ce qu'on peut dire avec la relation entre le peuple tamari et les autres peuples qui l'entouraient. Je n'ai donné que quelques exemples. C'était vraiment une relation de complémentarité. On va peut-être revenir une autre fois sur cette question. Oui, pourquoi parce pas. qu'elle est aussi importante. Oui. Et pour finir peut-être l'entretien, vous êtes, je dirais, le premier et actuellement le seul archéologue de la communauté des Batamariba. Est-ce que, du point de vue de la relève, oui, bon, la relève, bon, a priori, la question de archéologue au Tamari ne se pose pas parce que il y a d'autres, bon, peut-être vous ne savez pas, j'ai d'autres collègues qui sont archéologues, bon. Maintenant, c'est vrai, et on a tendance toujours à dire un peu la communauté, il faut la relève dans la communauté. Oui. Bon, il faut bien que les jeunes s'intéressent à ça. Mais bon, si tu n'as aucun jeune Tamari qui s'intéresse à ça, bon, tu fais la relève comment? Maintenant, la relève, il y en a hein, partout. Voilà, vous avez ma doctorante, elle est là, il y a la relève. Il y a Gérard, si tu veux, parmi les vêtements anti-douaux, où il y a la relève. Bon, il y en a qui ont fait l'archéologie, hein, qui sont des Bêta-Maribès, des Bialbès, ainsi de suite. Il y en a qui ont fait l'archéologie. Mais ce que je note, c'est que nos jeunes aujourd'hui ne veulent vraiment pas se décarcasser. Parce que faire de l'archéologie, c'est pas avoir un intérêt immédiat du point de vue financier, matériel. Voilà, donc et même peut-être toute la carrière, tu n'as pas ce que les autres ont, et donc ça rebute peut-être un peu. Ouais. Sinon, si vous prenez pour la communauté Tamari, puis tu veux parler de la communauté Tamari, j'ai eu plusieurs étudiants Tamari, mais qui n'ont jamais soutenu. Je me rappelle d'une fille, je ne veux pas nommer son nom, qui avait un très beau thème. Je lui ai dit faire la problématique, mais aujourd'hui, je ne l'ai plus jamais revue. Pourtant, elle avait un très beau thème où elle devait revenir, mais rien du tout. Mais sinon, au niveau aussi bien des peuples de la Takora et au niveau du Bénin en général, les gens s'intéressent quand même de plus en plus. Donc la relève sera assurée quand même. C'est vrai, tu veux dire je suis le seul, mais j'ai eu avant moi à Dandé, Bagodo et autres qui étaient des archéologues. Bon, je suis là et bon, je travaille pour tout le Bénin, aussi bien que pour la communauté. Oui. Mais c'est pas vraiment facile de toute façon parce que les gens ne comprennent généralement pas à quoi servent nos travaux, ainsi de suite. Et malheureusement, la nouvelle génération aussi, elle ne s'engage pas pour ces questions sociétales. Oui, encore que c'est tout simplement que au niveau de l'archéologie, au niveau de l'État, au niveau de ce qu'il faut faire pour qu'on perçoive bien pourquoi son importance, ce n'est pas fait. Bien fondé de la chose. Sinon, je vous ai parlé des sites qu'on a fouillés, les dates. C'est des trucs qui se valorisent et qui apportent de la plus-value aux populations. Ça veut dire les gens viennent pour le tourisme, vous leur montrer. Et il y a des ristournes pour vous-même. Donc tout ça, là, c'est pas ça, on ne se valorise pas. Sinon, c'est quand même une discipline qui peut permettre de créer plein d'emplois et autres. Donc c'est un peu ça. Et donc pour le Kutamaku, je peux dire que la relève est assurée. Il y en a qui ont fait archéologie aussi. Maintenant, s'ils veulent bien continuer, il n'y a pas de souci. Oui. Professeur Didier Nda, merci. Un mot de fin. Non, ce que je vais dire, c'est qu'au niveau de la communauté, au niveau de notre groupe socio-culturel, si tu veux, où certains parlent d'ethnie,
Bon, c'est qu'il faut comprendre de plus en plus qu'il faut vraiment, du point de vue de la sauvegarde de notre culture, de nos réalités, qu'il faut vraiment s'investir à ne pas tout perdre. Ça, je vois qu'on perd chaque jour. Et puis, c'est non seulement ne pas perdre, mais c'est de voir comment le peu qu'on a là, comment on peut le mettre au service de notre communauté. C'est-à-dire un peu ça. C'est souvent difficile parce qu'on n'est pas accompagné, mais il faut qu'on tienne bon pour garder un peu, allumer la culture du peuple tamari, quoi, qui se meurt. Merci beaucoup. Merci de vous être prêté à mon micro. Oui, On va certainement se retrouver bientôt pour oui, d'autres questions. Oui, ok, il n'y a pas de problème. Merci, professeur. C'est donc la fin de ce passionnant entretien avec l'archéologue Didier Nda, professeur à l'université d'Abomey-Calavi. La qualité et la précision des informations partagées permettent désormais d'avoir une idée plus claire sur la question des origines des Batamariba, encore plus sur la période de leur installation dans le nord-ouest de l'Atacoa. En effet, il faut retenir que ce peuple issu de la famille des peuples de Langour, arrivé dans cette région de l'Atacoa déjà au 6e siècle et autour du 14e siècle, avait achevé son installation. Merci à vous pour votre écoute. Nous nous donnons rendez-vous très vite pour d'autres entretiens. En attendant, n'hésitez surtout pas à partager. C'était William Kusando Yoka pour Carrefour du Kutamaku. Portez-vous bien et à très bientôt.